Alors dans cette vidéo, on va voir comment on passe de Magritte, d'une carte réalisée dans Magritte, à son import et sa modification dans Inkscape. Donc pour commencer, je vais réaliser une carte très simple dans Magritte à partir des données qui sont disponibles dans le logiciel. Alors je vais choisir par exemple les pays du monde. Voilà. Clac. Donc, OK. Donc là, j'ai importé les pays du monde et dans lesquels il y a quelques données d'exemples, dont notamment la population, donc, que je vais représenter par symbole proportionnel. La donnée pop total. Je vais changer la couleur du cercle. Comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai une carte très simple avec la population des pays du monde. Je peux changer la projection. Tiens, je vais mettre cette projection-là et je vais rajouter une couleur de fond, par exemple. Comme ça, clac. Avec comme couleur un bleu un peu plus foncé. Voilà, et pour la couleur des pays, je vais changer également la couleur, je vais mettre quelque chose un peu plus dans les jaunes. Voilà, donc on a une étape de réalisation cartographique et d'habillage dans Magritte. Je m'arrête là, donc on pourrait rajouter d'autres éléments, le titre, l'orientation si on le souhaite, des labels, on peut rajouter dans Magritte quand même un certain nombre d'éléments. Mais là je ne vais pas le faire, j'ai juste exporté ma carte au format SVG, popmonde.svg. Exporter. Voilà, donc ça se télécharge dans le fichier, dans le dossier téléchargement. Donc moi c'est le répertoire download. Hop, ça j'enlève tout ça, j'en ai pas besoin. J'ai le fichier ici, popmonde.svg, et ce fichier-là, je vais l'ouvrir dans Inkscape, puisque le format SVG, c'est le format natif utilisé par Inkscape. Donc quand je l'ouvre, j'ai ma carte telle que je l'ai fabriquée dans Magritte, qui s'affiche dans Inkscape avec les mêmes couleurs, est organisé de la même façon. Je ferme ça, voilà. Donc ça marche très bien, ce passage de Magritte à Inkscape, quand on a la version 1 du logiciel. Je crois que dans les salles informatiques, on n'a pas la version 1, mais ça marche quand même à peu près de la même façon. Alors, la première chose qui peut être intéressante de faire après cet import dans Inkscape, ça va être de déterminer le format du document. Dans Magritte, on a déterminé une taille en pixels qui correspond à la taille de... Si je reviens dans Magritte, par exemple, je vois que ici, j'avais choisi une image, en fait, ça s'était fait un peu par défaut, qui fait 1339 pixels de large sur 808 pixels de haut. Dans Inkscape, moi, je vais avoir envie de mettre cette carte, par exemple, dans une page A4. Donc, je vais aller dans Fichier, Format du document. Hop là. Donc là, j'ai tout un menu que je vous ai déjà montré, par exemple pour déterminer la licence, les métadonnées, etc. Mais là, on va pouvoir déterminer la taille de notre document. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va dire que notre document, je le considère au format papier, et donc mon unité de mesure, ça va être le centimètre et non le pixel. Je choisirais le pixel si je voulais fabriquer une carte pour un écran, par exemple, pour un blog dont je sais que la place que j'ai, c'est 600 pixels sur 600 pixels. Par exemple, là, je m'inscris dans une logique de cartographie qui va être imprimée sur une page. Donc, je vais choisir un document dont je détermine la longueur en centimètres. Je vais choisir la taille de mon document, par exemple format A4, et
je vais choisir soit portrait, soit paysage, donc portrait ou paysage. Donc là, les unités de mesure changent, et donc je peux voilà, déterminer. Donc ici, c'est 21,29,7 unité millimètre ou centimètre. Voilà, hop, et c'est bon. Donc maintenant, si je sélectionne toute ma carte et que je la redimensionne, je vais pouvoir la placer correctement dans ma page A4, essayer de bien la centrer, bien la positionner pour qu'elle occupe au maximum l'espace. Donc là, je déplace avec les flèches du clavier. Clic. Voilà. Donc ça, c'est important. La première chose à faire, ça va être vraiment de positionner notre carte dans l'espace de la page, qui peut être papier ou numérique. La deuxième chose très utile, ça va être d'organiser notre document sous forme de calque. Donc pour ouvrir les calques, donc on verra qu'il y a un menu calque ici qui va permettre de faire pas mal de choses. Donc en bas, on a calque ou CTRL-SHIFT-L qui permet d'afficher le panneau de calque. Et on le retrouve ici. Vous voyez, ici, il y a plein de choses. Par exemple, ici, ça permet d'afficher le panneau de calque. Hop. Comme le format SVG est bien fichu et qu'il y a une interopérabilité entre Magritte et Inkscape, on retrouve ici 4 calques qui correspondent à ce qu'on avait dans Magritte. Si je réouvre Magritte, on a plusieurs éléments. Alors ici, on n'en a que 3. On n'en a que 3, donc la sphère, les pays et les symboles proportionnels. Et dans Inkscape, on se retrouve avec la sphère, donc c'est le fond, les différents pays, les symboles proportionnels, plus la couche de légende qui a été mise à part. Et ça, on va voir, ça va être très pratique. Donc les calques, ça fonctionne exactement comme dans Magritte. Ce qui est en haut s'affiche au-dessus, ce qui est en bas s'affiche en dessous. Si je mets la sphère tout en haut, hop, par exemple ici, là, elle vient se mettre par-dessus les symboles proportionnels et par-dessus les pays. Voilà, tac, tac. Donc, il vaut mieux la mettre en dessous. Donc, ce qui est pratique aussi avec les calques, c'est qu'ici, avec le petit œil, je vais pouvoir les rendre visibles ou invisibles. Et avec le cadenas, je vais pouvoir choisir de les verrouiller. Par exemple, si là, tout est verrouillé, avec ma flèche, je ne peux plus rien prendre. Je ne peux plus rien attraper. Par contre, si je décoche le cadenas pour les symboles proportionnels, je vais pouvoir les attraper, les déplacer. Bon, là, j'ai pas envie de le déplacer, donc je fais CTRL-Z pour annuler l'opération de déplacement. Donc là, ce qui va être vraiment pratique, c'est qu'on est dans un outil de dessin vectoriel. Donc chaque élément, il faut que je déverrouille évidemment, chaque élément, je vais pouvoir l'attraper et le modifier. Par exemple, l'Antarctique et le Groenland, je vais les mettre en blanc parce que c'est des informations sur lesquelles, c'est des polygones sur lesquels je sais que je n'ai pas d'informations. Donc d'ailleurs, je peux m'amuser à les mettre en blanc. Et dans l'outil contour, mettre un petit peu de transparence, pourquoi pas. Hop, on va essayer de rattraper ça, histoire que ça soit un peu plus joli. Je peux également choisir de sélectionner tous mes pays. Je viens de me rendre compte que j'avais ouvert ma carte dans une version plus vieille de Inkscape et donc les menus n'étaient pas exactement disposés de la même façon. Par exemple, pour afficher les cartes, les calques, Maj CTRL-L, ça se retrouve en haut du menu plutôt qu'en bas. Les icônes changent un petit peu, mais c'est exactement la même interface malgré tout, les mêmes fonctionnalités à quelques petits ajustements près. Donc vous verrez qu'entre la version que vous installerez chez vous
et la version qui est en cours, en fait, on s'y retrouve vraiment facilement. Donc je disais, là on peut s'amuser à sélectionner tous les pays. Donc là, vous voyez, quand j'en choisis un, ça me sélectionne uniquement un pays en particulier. Alors des fois, on voit qu'il y a des boîtes un peu comme ça. C'est parce que les polygones, là, la Russie, il y a un bout ici, un bout ici et un bout ici. Pareil, si on prend les États-Unis, les polygones sont des polygones multiparties, donc on pourrait les séparer, mais c'est plutôt pratique qui s'importe de cette façon-là. Ça veut dire que si je veux changer la couleur des États-Unis, par exemple, parce que c'est important sur ma carte, je ne vais pas avoir à modifier chaque petit polygone, mais il suffit que je change la couleur une fois et ça change la couleur de tous ces polygones-là. Idem pour la France, si on regarde, je vais zoomer, la France, il y a un grand cadre de sélection qui s'affiche parce qu'on va chercher la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion ici, et Mayotte. Donc ça fait une grosse emprise. Donc si je veux sélectionner tous les pays, j'ai deux possibilités. La première possibilité, ça va être de passer par les calques. Donc je masque par exemple tout sauf les pays et je vais sélectionner tous mes pays comme ça en faisant un rectangle de sélection. Mais si je veux sélectionner par exemple uniquement les pays qui sont jaunes, et quelque chose qui va être très pratique, c'est que je vais en sélectionner un et je vais faire une sélection par attribut. Donc dans Inkscape, ça s'appelle sélection même. Donc on va sélectionner tout ce qui a le même fond et le contour que ce qui est sélectionné, ou alors uniquement ce qui a la même couleur de contour ou la même couleur de fond. Donc par exemple là je fais contour et fond, tout est sélectionné et je vais pouvoir par exemple changer la couleur de ce qui est sélectionné. Clac. Ce qui est assez pratique. Je refais la même chose, sélection même, contour et fond, et cette fois-ci je vais choisir de changer la couleur du contour en mettant une couleur rouge comme ça. Allez, une couleur comme ça. Donc ici on a bien couleur de fond, couleur de contour. Autre chose qui peut être vraiment utile avec cette possibilité de sélectionner les objets par attribut, ça va être par exemple, si je souhaite, je trouve que mes cercles là, finalement dans ma grille, je les ai fait un peu trop petits, je voudrais les faire un peu plus gros. Donc je vais sélectionner un cercle, je vais faire une sélection par attribut, fond et contour par exemple. Alors quand je fais ça, je me rends compte qu'il m'a sélectionné que mes cercles de ma carte, mais pas ceux de la légende. Parce qu'en fait, j'ai pas exactement le même contour dans ma légende et ici. Donc je vais refaire une sélection. Sélection même, on va juste prendre couleur de fond. Et là, on voit que la sélection m'a attrapé tous les cercles ici et les cercles de la légende. Donc je peux en changer la couleur par exemple. Mais ce que je peux faire aussi, ça va être... Et donc une fois que tout est sélectionné, je vais pouvoir, par exemple, augmenter la taille des cercles. Donc je vais dans mon menu Objet, Transformer. Donc ici, vous voyez déjà dans ce menu, il y a tout un tas d'éléments pour faire tourner les objets, les monter au premier plan quand il y a des objets qui se superposent les uns sur les autres. Voilà, il y a tout un tas d'outils assez intuitifs. Donc là, je vais aller dans Transformer, Maj CTRL M. Quand on a l'habitude du logiciel, on passe beaucoup par les raccourcis clavier. Et ici, donc j'ai un nouveau menu qui s'ouvre qui va me permettre de modifier la taille des cercles. Donc en allant sur Dimension, je peux par exemple choisir
d'augmenter la taille des cercles. Hop. Alors quand j'ai fait ça, eh ben, c'est pas ce que je voulais parce que tous les cercles se sont déplacés. Donc je fais annuler et je vais cocher la case appliquer à chaque objet séparément, ce qui fait que en faisant cela, j'augmente la taille, hop, de 120%. On peut mettre n'importe quelle valeur directement, appliquer, clac. Ici, chaque cercle a été redimensionné tout en restant scrupuleusement à sa place. Et ce qui est important là, c'est d'avoir sélectionné et les cercles de la carte et les cercles de la légende, parce que si on modifie que les cercles de la carte sans modifier les cercles de la légende, on va avoir une carte qui est fausse. Donc il faut bien faire attention quand on travaille sur la taille des cercles, de modifier en même temps les cercles de la légende. Alors après, ce que je peux faire aussi, c'est déplacer la position de certains cercles que je trouve pas très bien placés. Par exemple, voilà, on peut ajuster comme ça. Je sais que en Scandinavie, la population elle est plutôt au sud et pas en Laponie où il y a personne. Donc j'ajuste un peu les cercles. Pareil pour l'Algérie. Hop, je mets ici. Voilà, ça peut être des choix graphiques qu'on peut faire. Voilà, je suis assez content du résultat. Donc maintenant, je vais rajouter du texte pour finaliser ma carte. Donc la bonne pratique, ça va être de mettre le texte dans un calque supplémentaire. Donc ici, on peut ajouter un calque. Alors normalement, ça s'affiche un plus, mais moi, je ne sais pas pourquoi sur Linux, il y a un petit bug avec ces icônes. Sinon, je peux faire ajouter un calque ici. Hop, je lui donne un nom, texte, ça arrive au-dessus, et c'est là-dedans que je vais mettre tous les textes que je vais ajouter. Donc je verrouille tout le reste, et je vais travailler maintenant uniquement dans ce calque-là. Alors c'est hyper important quand on fabrique une carte, quand on organise un document graphique de bien être organisé au niveau des calques. Déjà ça permet de ne pas faire n'importe quoi, de bien trier l'information sur laquelle on travaille à un moment donné, de bien organiser son document, et par exemple aussi le fait d'avoir un calque uniquement avec les textes de façon séparée, ça va permettre de faciliter un travail de traduction. Par exemple, si vous voulez passer votre carte en anglais ou dans une autre langue, vous ne touchez pas du tout aux autres calques, mais vous n'avez que ce calque-là à modifier pour modifier l'information. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les textes qui sont ici, là, hop, de ma légende. Alors, il faut que je zoome un peu, sinon je ne vais pas y arriver. Je sélectionne mon texte. Ah, en fait, je ne peux pas sélectionner mon texte complètement parce que ces deux objets sont verrouillés, sont associés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Hop, 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 hop. Et je vais faire objet dégroupé. Voilà. Maintenant, ils sont séparés. Je vais sélectionner mon texte. Je vais le couper. CTRL X. Je vais sélectionner mon calque texte et je vais faire édition coller en place. Coller en place, c'est super pratique, ça permet de coller le document, de coller quelque chose qu'on a sélectionné à l'endroit même où on l'a sélectionné, à la position précise. Ça permet assez facilement de changer d'un calque à l'autre, de dupliquer des éléments, voire ça peut être utile. Alors j'aurais pu faire quelque chose de plus simple en allant dans calque et en cliquant sur déplacer au calque supérieur. Ça aurait automatiquement déplacé ma sélection de ce calque-là à ce calque-là. Bref. Donc ici, maintenant, j'ai tous mes éléments graphiques ici et j'ai une couche uniquement avec les textes. Donc bon, là, je vais aller assez vite. C'est vraiment pour l'exemple. Je vais mettre un titre, la population
mondial. Voilà. Si je vais dans mon panneau de texte, alors ici qui s'affiche plus bas, je vais changer la taille du texte. Hop. Je vais changer la police, la taille, c'est un peu trop gros. Voilà. Appliquer. C'est vraiment un titre d'exemple. Ici, je vais changer le titre de la légende. Je vais même le réécrire un peu mieux. Nombre. Bon, là, c'est énorme. D'habitants en 2020. Hop. La taille, ça va pas du tout. Clic, appliquer. Nombre d'habitants en 2020. Alors ici, il y a beaucoup d'espace, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais donc ici, on peut très bien changer l'espace entre modifier la hauteur du texte. Ou alors, si je sélectionne mon texte, ici, j'ai un menu qui apparaît ici, qui me permet de modifier l'espace. Donc ça, c'est des paramètres par défaut, je ne sais pas pourquoi les miens étaient déréglés. Alors ici, on a les chiffres de la légende. Alors effectivement, ça m'a mis des séparateurs de virgules pour les milliers. Donc moi je veux pas ça. Et puis j'ai peut-être avoir envie d'arrondir les valeurs et d'exprimer en millions par exemple. Hop, je vais faire ça comme ça. Hop. Donc on va exprimer les valeurs comme ça, et je vais mettre ici par exemple en millions, etc. etc. Et là ça doit être 0,8. Bref, on peut modifier un peu tous ces éléments. On va rajouter en bas la source, carte réalisée par Lambert 2020, source des données, c'est notre quoi, c'est peut-être ONU 2020, je sais, je suis pas tout à fait sur la date, faudra la source, il faut vérifier ce que c'est, et ça c'est une information extrêmement secondaire, donc je vais la mettre toute petite, appliquer, voilà, alors ça c'est un peu pénible. Hop. Et comme c'est pas très important, je vais même la mettre un petit peu en gris pour qu'on la voit pas trop. Et je vais mettre ça dans un coin, tiens, ici. Hop. Voilà. Et donc j'ai ma carte à peu près finalisée. Je peux aussi rajouter des labels. Par exemple, les 2 pays les plus peuplés, ça va être la Chine. Ouf. C'est un peu plus petit. En blanc. Hop. Copier-coller. Inde. Voilà. Ça comme ça. C'est peut-être un peu gros. Je redimensionne un peu. Là, je fais un peu au pif, et pourquoi pas les rendre un petit peu transparents. Hop. Et voilà, j'ai une carte qui est à peu près finalisée. Quand j'ai fini, déjà j'ai juste à enregistrer mon document. Donc là il est dans Download, je pense. Voilà, j'ai mon document ici enregistré, que je peux copier-coller dans un document Word, ou voilà, il est sauvegardé là. Et si je veux retravailler le lendemain sur ce document, je vais avoir envie de faire ce genre de truc. PopMonde V1, et je vais faire PopMonde V2,
et conserver un peu les différentes versions de mon travail au cas où je fais une bêtise, que j'efface une couche sans le faire exprès, que je transforme tous mes cercles de façon inopportune en les déformant sans faire exprès. Après, c'est difficile de revenir en arrière, donc sauvegarder différentes versions du document, ça peut être quelque chose qui est extrêmement utile. Voilà. C'est bon pour ce coup-ci. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer un peu des trucs et astuces, des choses utiles à faire dans Inkscape pour la cartographie.